Good afternoon and welcome to all of you. Thanks so much for Bonjour à joining. tous et bienvenue à tous. Merci beaucoup de nous accueillir. Nous sommes ravis de tous vous avoir. Nous avons ici un débat public qui va parler de la relance post-Covid basée sur des principes de cohésion et de valeurs. Et donc aujourd'hui, le hashtag est EU Future Together. Utilisez ce hashtag et notre équipe va retweeter et vous pourrez ajouter vos commentaires. Ils seront tous publiés aujourd'hui. Le public en général ne pourra pas discuter librement avec l'audio, mais vous pouvez envoyer vos questions dans les commentaires et utiliser le bouton Q&A. Vous ne devez pas attendre jusqu'à la fin. Nous serons en train de modérer les questions tout au long et nous poserons les questions petit à petit à tous les panélistes. Donc, écrivez vos questions en français ou en anglais. Et nous pourrons reposter certaines questions sur les réseaux sociaux. Dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez, peut-être pas obligatoirement, mais en tout cas, ça rendra les choses plus sympathiques. Je vais maintenant céder la parole au président de l'AAD, l'Association des anciens députés, M. Hans Pöttering. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Au nom du Parlement européen et de l'association AAD, je souhaiterais accueillir tous nos collègues et notre public avec des universitaires, des professeurs et tous nos invités. Notre association a l'ambition de toucher tout le monde et d'impliquer les citoyens, surtout les générations les plus jeunes, promouvoir un débat plural avec le soutien des institutions universitaires et des médias en utilisant l'expertise des anciens parlementaires du Parlement européen. Et Brian, nous sommes ravis de t'avoir comme modérateur. C'est cela qui sera la clé du succès également. Notre association a commencé à accompagner le travail de la conférence sur l'avenir de l'Europe par le biais d'un groupe de réflexion composé d'anciens députés très éminents qui ont tous été impliqués d'une façon ou d'une autre sous la houlette de l'ancien groupe, sous le groupe de Valéry Giscard d'Estaing. Donc, c'est un groupe d'anciens parlementaires qui ont beaucoup d'expérience et qui attendent les propositions concernant la conférence sur l'avenir de l'Europe. Nous avons l'impression qu'il est de notre devoir, bien que nous ne soyons plus des politiciens actifs, mais que nous avons une responsabilité d'apporter notre pierre à l'édifice sur le débat. Et j'invite tous les membres de l'AAD de faire leur contribution, d'envoyer leurs idées à notre secrétariat sous la houlette de Elisabeth Funk, notre secrétaire générale qui est assise juste derrière moi. Donc, elle m'entend là. Mais je l'aurais dit même si elle n'avait pas été là. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très actuel et rempli de défis, la relance post-Covid qui reposera sur des principes de cohésion et des valeurs. Nous avons besoin d'un débat constructif sur les problèmes controversés et fondamentaux pour le développement futur et le bien-être de l'UE et de sensibiliser le public européen quant à cette question. C'est la seule façon de mettre en place un consensus libre et éclairé concernant les décisions prises au niveau européen sur des problèmes de taille pour les citoyens européens. Nous avons besoin d'être tous des architectes et de contrôler le développement de nos économies futures. C'est un moment crucial pour repenser notre avenir avec tout l'argent que les États membres vont dépenser, et l'UE également, dans un laps de temps relativement court pour le bien-être des communautés et sur l'ensemble du périmètre de l'UE. J'ai hâte d'écouter nos experts et j'ai hâte également d'écouter les différents échanges et les points de vue avec les panélistes et notre public. Je suis ravie que M. Brian McGaugh va prendre la parole maintenant. Je peux maintenant me relaxer, écouter les experts. Et je remercie tout le monde de sa présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez bien là. Notre prochain orateur, en fait, ils seront 3 pour le premier panel, qui va parler de la relance économique européenne inégale.
Notre premier orateur est Michael Lambadasso. Il est directeur pour la croissance et l'innovation au JRC, le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Bonjour, Michael. Comment vas-tu? Bonjour. Je vais très bien. Merci, Monsieur le Président et membres honoraires. Je suis ravie d'être ici et d'engager une réflexion sur ces sujets cruciaux. Mais avant cela, nous allons aborder la question de la pandémie et j'espère que vous allez tous bien et que bientôt nous serons capables de nous réunir en face dans la vie réelle. Alors moi, je voulais parler de quelques aspects importants de la pandémie, donc son diagnostic. Ensuite, je souhaiterais me pencher sur les impacts socio-économiques de cette crise et puis finalement, que faire avec tout cela pour préserver ces valeurs dont on parle? La solidarité, l'égalité, pour moi, ça, ce sont les valeurs dont il faut discuter. Je vais d'abord poser le diagnostic. Beaucoup de personnes, lorsque cette pandémie les a touchées, ils ont dit, bon, cette fois-ci, les choses sont différentes. Et comme beaucoup d'autres crises, la crise financière, je pense à celle-là parce que c'était la dernière, celle-ci est très différente. Cette fois-ci, nous sommes dans un cas de figure radicalement différent. C'est une crise de la demande, donc une baisse de la consommation, plus de tourisme, plus de voyages, moins de 80% en Espagne, et c'est une crise de l'offre également, une vraie rupture de la chaîne de valeur. Plus de commerce international non plus, la mondialisation qui est remise en question. Et cette crise a touché tout le monde et en même temps et partout. Donc, je vais un peu philosopher sur la question et puis après, on va parler des chiffres. Mais la première chose à dire, c'est que cette crise, elle nous a frappés soudainement. Elle a venu bouleverser l'échiquier politique. On ne parlera plus jamais de la même chose, on ne va plus jamais identifier les mêmes problèmes. Une semaine après la pandémie, tout était radicalement différent. Donc cette crise est arrivée de façon soudaine. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su prêter l'oreille à qui? Par exemple, au professeur Golden. J'ai eu le plaisir de lui parler sur le sujet. On aurait dû être préparé, ou même la fondation Bill Gates. En tout cas, cette crise a vraiment perturbé l'ensemble du système. Elle a porté préjudice au commerce international. Son ampleur est même plus grande que celle de la crise financière. Et d'après les études européennes, nous avons déjà perdu plus de 6% du PIB dans l'Union européenne et 3 millions d'emplois perdus comme ça. Et certaines personnes essayent de prévoir le coup, d'éviter que cette crise ne se transforme en une autre crise financière. Alors, quelles sont les conséquences maintenant au niveau politique? Je pense qu'un jour, on s'est réveillé avec cette crise et on s'est rendu compte du jour au lendemain qu'on était vulnérable. Tout le monde, nord, sud, ouest, est, nous sommes tous vulnérables. Et quelle est la conséquence de cela? Nous avons également compris que nous sommes codépendants les uns des autres. Donc, ma solution ne va pas fonctionner si ta solution ne fonctionne pas. Et c'est ça que nous devons garder à l'esprit en parlant des valeurs de cohésion que vous avez mentionnées au niveau international. Donc, quelles sont les conséquences au niveau politique? Moi, je pense à 3 changements de paradigme en particulier. Premièrement, nous sommes maintenant passés au keynésisme carrément. Si on entend le Conseil lorsqu'il parle de la compétitivité, on voit que les ministres parlent des subventions, des aides publiques. Autre changement de paradigme, c'est l'idée d'efficacité. Essayer de minimiser les coûts à tout prix ou donner des dividendes à tout va. Eh bien maintenant, on passe à un nouveau mot où on parle de résilience.
la capacité à prospérer face à l'adversité. Et je dois avouer que nous avons fait une contribution en ce sens. La semaine dernière, il y a eu le premier rapport de la Commission sur le sujet. Et donc, c'est une réflexion sur la résilience. Et à l'heure actuelle, nous négocions avec les États membres sur ce qu'on appelle un dashboard de résilience. Donc, comment pouvons-nous devenir des bambous, être capables de résister et rebondir, mais pour aller de l'avant en respectant la vision de la présidente de la Commission du point de vue de l'ère du numérique et du Green Deal, du pacte vert. Certains économistes, certains collègues disent que cette crise nous pousse à compresser toutes ces transformations qui étaient censées prendre place sur le long terme. On est obligé de le faire sur un laps de temps très court, mais pour aller de l'avant. Et pour cela, nous avons besoin de bonnes décisions politiques. Donc, avant, on parlait du just in time, maintenant, on parle du just in case. On essaye de réfléchir à l'autonomie stratégique, vraiment au bien-être. Et ça nous amène au troisième dilemme. On est passé de l'intergouvernemental au multilatéral parce que nous sommes obligés de mettre en place des cadres, car par exemple, les études nous montrent que le déconfinement synchronisé avec une approche coordonnée au niveau européen améliorera le PIB de 1 à 2 peut-être même plus dans d'autres États membres. Donc, les politiques seront bien plus efficaces si elles sont synchronisées les unes avec les autres. Donc, nous devons utiliser la bonne gouvernance pour cela. Nous sommes donc confrontés à toute une série de dilemmes. Nous y sommes toujours confrontés. Des dilemmes qui touchent vraiment à cette question de la relance économique, des dilemmes dont tout le monde a parlé par rapport au fait de vivre ou de survivre. Et il n'existe pas de contradiction. Il ne faut pas forcément choisir entre l'un ou l'autre. D'aucuns disent, y compris notre ancien président, disent qu'il faut absolument vacciner. En outre, nous devons également réfléchir à la dimension fiscale de la question. Comment nous pouvons faire en sorte que tous ces changements fiscaux puissent tout de suite impacter les PME afin que celles-ci puissent survivre? Il faut qu'elles reçoivent l'argent, ce soutien financier rapidement. Deuxième dilemme, c'est la recherche d'une autonomie stratégique dans ce nouvel ordre mondial, avec une vision sur le long terme. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec leur nouvelle politique. Cela va sans doute faciliter notre relance de synchroniser nos politiques, de travailler de concert. Et ça, c'est l'un des 3 facteurs auxquels je vais faire référence et qui va être déterminant dans le fait qu'on va pouvoir relancer l'économie cette année ou l'année prochaine, avoir une augmentation du PIB entre 3 et 5. Le taux le plus bas étant la solution si on ne tient pas compte de tout cela. Et enfin, le dernier dilemme dont je voudrais vous parler, c'est comment combattre les effets de la pandémie, comment devenir un bambou plus résilient, tout en s'assurant que nous nous attaquons au problème du réchauffement climatique. Et le sujet de l'automatisation également, de l'IA, qui est un sujet dont on parle énormément. Nous devons donc nous concentrer sur tous ces sujets. Surtout si on sait qu'un quart de toutes les activités de l'UE actuellement peuvent être faites par une machine à l'avenir. Et donc, face à toutes ces considérations politiques, nous devons réfléchir à la question suivante. Comment préserver
le modèle économique et social que nous avons pour l'instant, comment préserver cela, comment protéger les classes moyennes, comment nous assurer d'avoir une répartition de revenus équitable. Il y a un rapport qui nous dit que durant les 10 prochaines années, la moitié des nouveaux emplois ne se trouveront que dans 48 villes et que 40% de nos régions verront leur taux d'emploi diminuer. Donc voilà, les valeurs de cohésion, la dimension territoriale doit être également prise en compte. Parlons maintenant des impacts de la crise. Un mot, l'asymétrie. Et également un impact régressif, donc négatif. Ceux qui étaient les plus faibles, ce sont ceux qui ont souffert le plus de la crise. Et nous avons essayé de mettre en place des mesures compensatoires. En outre, les études sont vraiment surprenantes. Il existe un certain nombre de secteurs à l'heure actuelle qui montrent que ces secteurs qui ont souffert de fermetures forcées, qui dépendent le plus d'une interaction réelle, ont été ceux qui ont été touchés le plus durement. Et ces secteurs sont plus ou moins représentés dans les différentes régions de l'UE. Donc, surtout dans l'industrie, mais également le commerce, 600 000 emplois en moins dans l'UE. Mais par exemple, en Espagne, c'était beaucoup plus. Et en Allemagne, c'était la moitié de ce chiffre. Donc, en ce qui concerne l'ORECA, c'est également un secteur qui a été durement touché. Et puis, évidemment, le tourisme. Regardez un peu les petites économies dans les pays du Sud. Bon, bien sûr, le transport et le secteur de la construction ont été durement touchés. Et les travailleurs dans le secteur HoReCa ou dans la construction, en moyenne, ils ont en général des épargnes pour un mois, mais ils ne peuvent pas survivre plus longtemps que cela. Nous avons créé une cartographie de l'UE identifiant les impacts économiques de la crise et nous voyons que certaines régions sont plus touchées que d'autres. Donc, il existe une asymétrie géographique qui est classée par genre également. Les secteurs vulnérables en général emploient plus de femmes que d'hommes, 46 contre 56, et nous avons publié des rapports sur le sujet. Également, plus besoin de soins à la maison, dans les familles, le télétravail et son impact. Également, le problème de l'agressivité, de la violence à la maison. Et certains travailleurs sont plus représentés dans les secteurs les plus vulnérables, plus que ceux qui travaillent en télétravail. Nous avons également publié un rapport sur les capacités du télétravail. Le pourcentage de personnes qui travaillent depuis chez eux en Europe est passé de 5% à 12%. Et le nombre d'emplois qui peut être fait depuis chez soi est très différent. Vous avez la Roumanie avec 27% et puis les Pays-Bas avec presque 50% d'emplois qui peuvent être faits depuis chez soi. La culture du business, les qualifications jouent également un rôle. Et d'après notre analyse, presque 40% de tous les emplois dans l'UE peuvent être faits depuis la maison en télétravail. Et il semblerait que la tendance soit enclenchée maintenant. Continuons de parler de l'asymétrie. Il semble clair que l'on voit une augmentation dans la pauvreté, plus 1%. Mais on se serait retrouvé à 3,3% s'il n'y avait pas eu toutes ces politiques d'aide. Et c'est ça que je veux souligner avant tout. La stabilisation automatique, donc jouer avec les aides publiques d'État, les allocations, ça a pu compenser la moitié des effets négatifs de cette crise. Heureusement que nous avions cela. Mais le problème de l'asymétrie
est toujours là et donc cela varie d'un pays à l'autre. Normalement, avec ces stabilisations automatiques, il y aurait pu y avoir plus d'effets dans des pays comme les Pays-Bas et les pays du Nord en général, alors que dans le Sud, on n'est qu'à 36% d'impact avec les mesures d'aide. Et enfin, autre sujet très important, nous avons publié des rapports sur les effets de la pandémie sur l'apprentissage, tout ce que les étudiants n'ont pas pu apprendre et qu'est-ce que cela veut dire en termes de perte de revenus pour l'avenir. Et il est clair que nous avons découvert que ces effets négatifs sont à 60% pour les étudiants qui viennent d'une famille modeste à la base. Bon, je vais conclure car nous devons lancer le débat. Que pouvons-nous faire et comment pouvons-nous répondre? Je pense que nous devons voir les opportunités dans cette crise. Nous devons penser aux transformations sur le long terme et si nous transformons ce changement, cette tendance dans la bonne direction, alors cela sera une opportunité de taille que nous pouvons mettre en place rapidement. Mais tout cela va dépendre du nombre de problèmes. Les conditions nécessaires, c'était surtout la solidarité et une réflexion au niveau politique. Et cela, nous l'avons eu. Nous avons le plus grand budget de l'histoire de l'UE, 1,8 trillion d'euros. Et nous avons adopté la bonne attitude par rapport à cela. Nous avons pu renforcer l'UE avec une vision, avec un modèle qui sera à la hauteur car nous avons introduit la notion de solidarité. Toutes les décisions ont été signées et nous allons sur le marché pour la première fois pour financer ces mécanismes avec l'idée de la solidarité. Mais nous devons répondre à cette hystérie. Et surtout, dans les pays qui ont été touchés le plus durement, nous devons leur dire qu'ils peuvent utiliser de façon sage cet argent, ces moyens, cette solidarité qui ne va pas faillir. Et ici, à nouveau, les valeurs de cohésion sont les plus importantes. Je pense que la commissaire pour la cohésion sera là plus tard. Ils ont tellement d'expérience dans les fonds structurels en dépit de toutes les difficultés. Ils ont plus de 30 ans d'expérience à gérer toutes ces ressources. Donc, la cohésion est vraiment très importante. Et de ce point de vue, je pense que l'un des problèmes les plus importants, et je vais conclure par cela, c'est qu'il faut garder à l'esprit que nous ne parviendrons pas à sortir de cette crise à moins d'investir de façon massive dans l'innovation. L'innovation, ce n'est pas que de la recherche fondamentale ou dans le secteur de la santé, par exemple. C'est plus que cela. Pensons au pacte vert. L'Agence internationale de l'énergie dit que 2 tiers des technologies dont nous avons besoin pour respecter le pacte vert n'existent pas encore. On les teste, mais elles ont besoin d'être encore développées et nous devons les promouvoir. Donc, l'innovation sera la clé. Et la même chose vaut pour la vision numérique que l'on essaie de mettre en place. Donc, nous avons besoin de promouvoir l'innovation. Nous devons éviter une fracture de ce point de vue-là et nous pouvons le faire avec les fonds structurels, avec des politiques de cohésion. Et c'est justement cette méthodologie avec des stratégies pour l'innovation que nous pouvons réussir. C'est ensemble avec les collègues que nous voulons mettre en place des stratégies intelligentes pour apporter la stabilité. Et ce n'est rien d'autre que des partenariats publics-privés avec des investissements privés et qu'on essaie de développer de l'innovation, mais dans son sens le plus large. Pas seulement la recherche, mais également les transferts de technologies, l'adoption de technologies par les PME. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, cela va dépendre du rythme de la vaccination, de l'environnement mondial également, mais ça se porte plutôt bien avec les États-Unis qui sont en train de prendre position. Et puis également, point important,
D'après notre dernier rapport et les prévisions pour l'avenir, qu'est-ce que les gens, en fait, vont faire? Quelles vont être leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur épargne? Est-ce qu'ils vont vouloir épargner à tout prix? C'est ça qui va être déterminant, c'est ça qui va pouvoir faire de nous peut-être des bambous avec 5%. Ce sera peut-être une augmentation, une grande opportunité. Donc oui, vos questions, oui, le principe de solidarité et d'équité seront la clé pour assurer une relance avec un environnement social et économique stable. Back to you, Brian. Sorry for being long. I'll quote someone exactly, Hans-Gert. This is an excellent Oui, introduction. exactement, Hans-Gert. C'est une très belle introduction. Alors, vous nous avez fait une très belle introduction et nous allons maintenant présenter Konrad Nikolovitch, professeur invité au Centre Wilfried Martens pour les études européennes. Merci d'être avec nous, qui va nous présenter des remarques liminaires. Monsieur le Président, Brian, merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi de parler des villes européennes lors de mon discours liminaire. La croissance économique et sociale des villes, indépendamment des effets de la COVID-19, continueront à évoluer. Et ainsi, il faut intégrer ceci dans les politiques de cohésion et dans les mesures de relance des générations futures. Si on prend les dernières décennies, les villes ont été construites en tant que hub ou plaque tournante économique. Elles constituent environ 60 à 80% des ressources énergétiques à échelle mondiale et représentent environ 70% du PIB mondial, ce qui est assez considérable. Voici quelques exemples. Paris, la grande capitale française, celle-ci héberge seulement 16% de la population française, générant bien plus de 20% du PIB de la France. Prenons une ville plus petite, Varsovie, la capitale polonaise. Celle-ci comprend 4,7% de la population polonaise, mais représente 13% du PIB du pays. Et je suis sûre qu'à l'avenir, ces villes continueront à générer la croissance la plus considérable, car les villes ne sont pas seulement des business centers, mais sont également des plaques tournantes d'innovation politique et culturelle. Malheureusement, chaque gouvernement national n'est pas prêt à reconnaître le rôle particulier des villes et du rôle qu'elles jouent dans la vie sociale. Les villes veulent plus de pouvoirs tangibles et des outils de développement, les permettant de mieux surmonter les défis auxquels elles seront confrontées. Et ces défis sont communs à toutes les villes européennes. Je souhaite attirer votre attention sur un fait. Dans un des sondages récemment faits, seulement 20% des citoyens européens ont déclaré avoir entièrement confiance dans les gouvernements nationaux. Et on a un plus grand pourcentage pour les villes. Professeur Jan Jelonka, basé à Oxford, a avancé que les villes ne sont pas seulement les moteurs de l'économie européenne, mais devraient également jouer un rôle important pour contrer les faiblesses de la construction européenne. Et il y en a des faiblesses. Nous les connaissons toutes et tous. Encore une fois, chaque gouvernement national n'a pas la volonté de souligner et d'inclure l'importance des villes dans les plans nationaux stratégiques. Prenons par exemple un gouvernement en particulier, le gouvernement polonais. Celui-ci a proposé une distribution des fonds EU Next Generation. Et ainsi, ces villes soulèvent des questions sur la transparence de ces fonds et souhaitent savoir également comment le gouvernement va distribuer et utiliser cet argent de relance. Comment ces prêts seront surveillés?
Je pense que nous avons tous besoin d'un nouvel agenda pour les villes européennes. Je sais qu'il y a des politiques européennes concernant ces villes, mais je les trouve trop modestes. Je pense que les questions urbaines devraient être au cœur des activités politiques européennes. Il faut pouvoir identifier les défis auxquels les villes sont confrontées et trouver un moyen de surmonter ces défis. Un des défis les plus pressants est bien sûr celui du changement climatique. Ceci peut être abordé avec un meilleur aménagement urbain, des transports écologiques. Et ensuite, il y a la crise du logement que l'on ignore souvent. Et cela ne devrait pas être le cas, car la crise du logement frappe vraiment le cœur de la cohésion sociale et frappe vraiment le cœur du problème de l'égalité sociale. Si on veut avoir des sociétés et des nations européennes prospères, nous devons lutter contre les inégalités, car ces inégalités donnent lieu à de nombreux problèmes. L'un de ces problèmes étant le populisme politique. Donc, si nous abordons correctement une de ces inégalités, donc la crise du logement qui est surtout concentrée dans les grandes villes, eh bien, nous serions déjà sur la bonne voie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Conrad. Alors, notre prochain orateur aujourd'hui, Saïd El-Khadraoui, ancien député européen et conseiller spécial à la Fondation européenne sur les études progressives pour le Pacte vert européen. Merci de m'avoir invité à cette discussion. Je souhaite également remercier Michael pour son introduction et je vais revenir sur certains points qu'il a mentionnés. Mais tout d'abord, je souhaite vous ramener au début de la pandémie. On se souvient encore de ces terribles images d'Italie qui a été durement frappée par le virus, les hôpitaux surchargés, les personnes affectées. Et était-ce la faute de l'Italie? Non, c'était vraiment pas de chance. Et l'Italie, comme les autres États membres, n'était pas bien préparée à une telle crise. Et les événements ont été suivis par une sorte de jeu de panique avec les frontières se fermant, etc. Mais heureusement, ces évolutions ont également souligné à quel point nos économies sont interconnectées et interdépendantes. Souvenez-vous des usines allemandes qui ont dû être stoppées car les fournisseurs italiens n'ont pas pu livrer certaines pièces. Et donc, on s'est rendu compte que nous sommes tous dans le même bateau. Et ceci a contribué à un changement d'état d'esprit et ceci a ouvert la porte à de nouveaux mécanismes de solidarité européenne, dont l'achat conjoint de vaccins, le lancement de programmes permettant de stabiliser ces pays, l'économie de ces pays et bien sûr le plan à 750 milliards d'euros qui a déjà été mentionné. Mais nous avons également constaté de grandes différences entre les capacités des États membres d'apporter une réponse. Si vous prenez l'Allemagne, et si l'on regarde les chiffres allemands, l'Allemagne a pu soutenir des entreprises en difficulté alors que d'autres États membres n'avaient pas forcément les moyens financiers pour faire ceci à la même échelle. Alors, il est devenu clair que les personnes vulnérables partout en Europe ont été le plus impactées au plus fort par ce virus, car ce sont ces personnes-là qui ont des emplois qui les exposent à la contamination. Et c'est à elles de subir les conséquences. Car comme Michael l'a dit, ils travaillent dans des secteurs qui ont été fortement impactés, comme par exemple le tourisme ou l'ORECA. Donc, pour en revenir à la relance, nous avons une responsabilité collective dans l'intérêt de tous pour éviter que ces inégalités ne s'accroissent. Et donc, nous devons nous préparer à la prochaine crise, ou par exemple la crise climatique qui a été mentionnée, qui coïncide avec d'autres évolutions
qui pose un défi et l'Europe doit trouver sa place entre également les États-Unis, la Chine, etc. Mais contrairement à la crise de la COVID-19, nous ne pouvons pas développer des vaccins ciblés ou n'avons pas de solution magique contre le changement climatique. C'est un effort beaucoup plus complexe. Pour une transformation plus durable de notre modèle socio-économique, il faut repenser les systèmes que nous avons au quotidien, les systèmes énergétiques, alimentaires, etc. Donc, nous avons une opportunité unique pour changer les colonnes vertébrales de nos économies et pour sauter quelques étapes pour obtenir l'infrastructure durable dont nous avons besoin pour créer une économie circulaire partout en Europe. N'oublions pas que les décisions en matière d'investissement aujourd'hui auront un impact sur les 30-40 prochaines années. Et donc, ceci est nécessaire pas seulement pour endiguer le changement climatique et éviter ses conséquences catastrophiques, mais sur le court terme, c'est une question de compétitivité et de préserver notre système. Est-ce que l'Europe sera à la tête d'un monde sans carbone ou est-ce que ce sera la Chine ou les États-Unis? Et donc, je pense que les 37% pour la crise climatique est un montant crucial et très important, mais les objectifs quantitatifs n'indiquent rien sur la qualité de ces projets ou sur leur impact sur le long terme. Et ainsi, il faut relier tout cela avec une bonne surveillance robuste, ainsi qu'avec des politiques industrielles et une bonne surveillance pour garantir de bons résultats. Mon dernier point, il a été souligné que certaines de ces mesures exceptionnelles ne sont que temporaires, comme par exemple Next Generation EU, etc. Mais j'espère sincèrement qu'elles présentent le début de mesures plus structurelles, car nous sommes confrontés à d'énormes défis et ainsi l'Union européenne doit être mieux préparée et doit se doter des moyens pour des actions stratégiques et collectives. Donc, commençons à réfléchir aujourd'hui à comment ces nouveaux instruments peuvent être transformés peut-être en transition. Une transition qui pourrait être intégrée à l'avenir, car cette transformation de l'économie va durer des décennies. Elle va durer 20-30 ans. Donc, merci beaucoup. Je suis prêt à prendre vos questions pour continuer cette conversation. Merci. Michael, revenons vers vous. J'ai beaucoup aimé votre approche du bambou. Alors, sur quoi devrions-nous mettre l'accent en termes de fonds de cohésion pour avoir le meilleur retour sur investissement le plus rapidement possible? Réponse. Alors, je vais choisir le chemin difficile. Je vais parler des investissements en matière d'innovation qui sont très risqués, durent sur le long terme, sont intangibles. Il faut avoir un partenariat avec le secteur privé, avec les universités, les scientifiques, etc. Et je pense que c'est de cette manière qu'il faut aller de l'avant. Comme je l'ai dit, j'ai parlé de l'innovation de manière générale. Le précédent orateur a dit que oui, certes, l'argent est là, mais qu'en est-il de l'efficacité de ces investissements? Voilà la question fondamentale. Ces projets sont-ils simplement un supplément à d'autres projets ou s'agit-il vraiment de stratégie? Et quelle est la différence entre une stratégie et une pile de projets? Eh bien, avec une stratégie, il faut en discuter. Il faut savoir où commencer et où est-ce que l'on veut aller ensemble et qu'est-ce qui est réaliste, quels seraient des objectifs réalistes, qu'est-ce que nous pouvons atteindre avec ce que nous avons. C'est difficile et ceci nous requiert de prendre des risques, de faire des tests et le public n'a pas l'habitude de faire ceci. Il faut beaucoup d'argent et un engagement politique.
car la transformation dont nous parlons ira au-delà d'un seul cycle politique. Il faut un consensus fondamental. Nous devons faire ceci main dans la main et être très ambitieux. Je ne sais pas si c'était logique. Si, bien sûr, et je voulais rebondir sur ceci. Souvent, on critique le fait qu'il y a des déséquilibres. Président Juncker l'a dit aussi. Il faut avoir un meilleur équilibre entre l'Est et l'Ouest et le Nord et le Sud. Et il me semble qu'en matière d'innovation, les universités et les institutions dans toute l'Europe, toutes ces institutions ont une dimension pan-européenne que l'on ne trouve pas forcément dans le secteur privé. Est-ce que vous êtes d'accord? Réponse. Absolument. Et bon, c'est un hasard. J'ai eu une réunion avec un commissaire qui pense avoir un partenariat avec la Commission pour établir une stratégie innovation pan-européenne pour vraiment encourager les investissements dans l'innovation. Les infrastructures physiques, c'est très bien, mais si on a tiré un enseignement de l'histoire de l'économie du développement, c'est que ça ne suffit pas. Il faut les outils et les compétences. Question. Alors, vous avez dit que nous devions trouver notre place dans le système mondial. Par rapport à l'innovation, est-ce que vous pensez que l'on peut renforcer nos compétences en matière d'innovation? Nous avons un centre d'innovation en Europe et ensuite il y a les agences de technologie d'innovation qui alimentent les petites entreprises, les PME, les startups. Est-ce que c'est là qu'on peut trouver un équilibre en Europe qui soutiendra notre future économie et notre future position à échelle mondiale? Réponse. Oui, cela fait partie de la réponse et nous verrons bien quels seront les résultats. Mais c'est parce que nous avons tiré des enseignements de nos anciennes erreurs et c'est un pas dans la bonne direction. Et je souhaite également souligner, d'ailleurs je suis d'accord avec Michael, le fait que cette transformation est en fait un exercice à plusieurs parties, à plusieurs niveaux et c'est très complexe à organiser. Et donc la gouvernance est très importante également. Et en matière d'innovation, on peut dire que depuis un certain nombre d'années, on s'est rendu compte qu'il faut travailler, il faut ces partenariats publics-privés. J'ai travaillé avec un think tank de la Commission européenne, c'était une alliance sur les batteries. Et en tant qu'Européens, nous avons pu rassembler tous les parties prenantes au travers de toute la chaîne de valeur et nous avons discuté pour voir quels étaient nos points forts, nos points faibles, que faire et comment atteindre nos objectifs ensemble. Alors, il y a d'autres secteurs qui sont bien plus stratégiques sur lesquels nous devrons nous pencher. Et c'est important car il s'agit là également de l'avenir de l'emploi. Il s'agit également de préserver notre modèle social à l'avenir. Et ainsi, j'ai la ferme conviction que la transformation verte et numérique n'est pas là seulement pour sauver la planète et endiguer le changement climatique. Ce sont des éléments cruciaux car la transformation sera énorme. Mais il s'agit de réfléchir de façon intelligente et d'offrir une bonne vie à nos citoyens. Donc voilà, je vais en avoir. People sending questions in. Merci, nous recevons des questions. Nous allons y venir très rapidement.
Utilisez la fonction questions et réponses pour ceci plutôt que la boîte de discussion et nous y reviendrons très rapidement. Maintenant, revenons à l'innovation et puis nous passerons à d'autres situations, questions par après. Alors, si nous observons les infrastructures de la 5G et comment ce réseau sera intégré, c'est quelque chose qui va se passer dans les villes. Le premier déploiement d'une manière sérieuse se fera dans un environnement urbain. Est-ce que vous pensez que cela fait changer la situation? Oui, je l'espère. J'espère vraiment que les technologies à venir vont changer la façon dont nous vivons dans les villes pour le meilleur. Il y a un potentiel réellement. Cependant, Brian, je demande souvent aux personnes de ne pas oublier les bases. Bien sûr, nous pouvons imaginer la transformation de nos villes par la 5G. Cependant, nous devrions également penser au long terme. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce dont nous sommes témoins, c'est positif. C'est que les grandes villes se transforment très vite en des villes qui sont à basse émission, avec très peu de voitures ou pas de voitures. Ça se déroule à Bruxelles, à Paris, à Berlin, Stockholm, vous pouvez dire n'importe quelle ville, mais dans certaines villes, il convient de forcer un peu plus ce changement pour que les villes soient capables d'avancer dans cette transformation, pour passer d'une étape à l'autre. En effet, changer les infrastructures, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Et l'Union européenne et la Commission ont un rôle à jouer. Je vous encourage, et j'encourage autant que je peux le faire en tant que citoyen. L'Union européenne a poussé les gouvernements nationaux à s'assurer que les plans nationaux d'utilisation du fonds EU Next Gen et des politiques d'atténuation des risques soient respectés et qu'il y ait toujours une place pour les bases telles que le changement, la transformation du système de transport public. Ce système de transport public peut également être lié aux nouvelles technologies, à la 5G. Cependant, lorsque l'on pense au transport public, c'est les bases qui sont importantes. C'est là qu'on a besoin d'investissement pour la transformation. Je pourrais discuter avec vous du rôle de la 5G et de ce qui peut être changé grâce à cette technologie et d'autres technologies de communication. Cependant, je demande tout d'abord aux participants de ne pas oublier les bases telles que le logement et les transports publics. Merci, vous avez parlé de la situation du logement. C'est critique, c'est très important par rapport à l'éducation de notre société et comment notre société va se développer dans son tissu et dans son réseau. Vous en avez parlé, en particulier de femmes qui souffrent pour des raisons particulières, avec des emplois qui sont souvent plus temporaires et qu'il y a une différence de pension également. Et donc, elles n'ont pas ce droit qui a été atteint. Et donc, lorsqu'on parle des fonds de cohésion, pour résoudre ces difficultés, quelle est la direction que nous devrions prendre? Est-il question de simplement résoudre tout d'abord la crise du logement, ou avons-nous besoin de systèmes de transport pour l'améliorer? Je vois par exemple qu'en Irlande, la situation du logement empire, par exemple dans mon pays. Donc comment investissons-nous? Comment investissons-nous afin de s'assurer de résoudre ce problème dans un temps raisonnable? Alors, j'ai une réflexion à ce sujet. Peut-être pas des solutions, mais quelque chose qui s'en approche. C'est un problème très complexe, qui est fluide, qui a beaucoup de facettes et qui change dans le temps, avec différentes dimensions. Et lorsqu'on fait face à un tel problème, d'un point de vue scientifique, il convient de prendre une approche pluridisciplinaire et également de faire des expériences. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup l'approche du projet Ballhaus qui a pour but de consulter les citoyens quant aux technologies, aux environnements, mais également quant à la durabilité et
l'inclusivité. Donc l'approche participative qui permet de réaliser l'avenir de façon réaliste, c'est fantastique. Alors, lorsque l'on parle du fonds de structuration, la rénovation, la vague de rénovation, c'est quelque chose qui répond à tout. Tout d'abord, ça diminue le CO2 dans l'atmosphère, puisqu'en effet, 35% vient des bâtiments. Ça diminue également la consommation d'énergie. Les jeunes personnes, c'est toujours également une cible qui est flexible. Il faut qu'ils trouvent un logement pour devenir des citoyens. Et par ailleurs, cela permet de catalyser le secteur de la construction où il y a un haut niveau de compétences. Et c'est vraiment vers là que nous devons nous diriger. Alors, je vais un peu surveiller le timing parce que nous avons une pause de 10 minutes à avoir et nous l'aurons 10 minutes plus tard en fait. Il y a beaucoup de questions qui arrivent et j'aimerais poser une question. On a parlé des populismes, les dynamiques qui les nourrissent. Et si nous ne trouvons pas cette harmonisation, les fonds de cohésion afin de répondre aux causes structurelles du populisme, nous mettons en danger tout le projet européen. Alors, comment faire? Devons-nous apporter une réponse politique ou économique? Quelle est la direction que nous devons prendre? Alors, ma réponse serait de savoir que, tout d'abord, où nous voulons aller. Créer une vision pour un meilleur avenir, développer une histoire qui est convaincante, pour que les personnes aient confiance, à nouveau, dans leur avenir, mais également développer des politiques qui nous permettent d'y arriver. Je vais peut-être réexpliquer ma question d'une manière plus concrète. Avons-nous des choses que nous pourrions mieux expliquer aux citoyens européens qui aillent au-delà d'une union? Oui, bien sûr, il y a quelque chose de concret, en particulier dans la question d'une période de la Covid. Tout le monde fait attention à la santé et on se rend compte qu'il y a une dimension européenne à cela. Donc la dimension santé est très importante, mais c'est tout à fait connecté également. Et vous n'en serez pas surpris qu'il y a pour moi cet engagement à plus long terme à créer une économie qui soit compatible avec le climat. Je pense qu'on a déjà donné des exemples. Ça ne veut pas dire que cela doit coûter beaucoup d'argent. En effet, ça peut être également au bénéfice des personnes. Et c'est comme ça que nous devons traduire nos politiques. De cette façon, ceci doit s'adapter aux contextes locaux des personnes, leur ville, leur transformation urbaine, leur politique d'aménagement. Tout ceci a des connexions avec cette transformation. Et donc dans cette transformation, c'est une transformation qui n'est peut-être pas égale, uniforme. Oui, tout à fait. Donc c'est pourquoi il faut répondre aux disparités et proposer une transformation équitable, juste. Il y a des politiques publiques qui doivent être présentes pour répondre à cette dimension. Et par ailleurs, j'aimerais ajouter ceci. À côté de tout l'argent public disponible, nous devons également réorienter les capitaux privés. C'est ce qui permettra le financement durable. L'argent qui est dépensé avec nos fonds de pension, par exemple, et d'autres investisseurs institutionnels, tout ceci doit revenir au bénéfice de nos communautés et améliorer nos communautés et avoir une société à plus long terme. Je pense que c'est le cas. Nous n'avons peut-être pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais le risque climatique n'est plus internalisé. Il n'est pas payé par ceux qui sont les plus gros producteurs. Ce sont souvent des personnes riches, des entreprises qui rapportent beaucoup d'argent. Et donc c'est quelque chose auquel il faut s'attaquer.
Alors ici, on a une question de Paul Rubig, un ancien membre. Il a proposé plusieurs commentaires et je vais essayer d'en faire un résumé et ensuite vous répondrez. Donc, Paul nous dit, si le corona était fini, nous allons peut-être connaître des coupures d'électricité dans les communications. Sommes-nous préparés? Et je pense que Michael en a parlé d'ailleurs. Chaque année, lorsque nous parlons de la santé, on nous dit, voilà, il y a une pandémie qui arrive, personne n'est prêt. Et c'est quelque chose qu'on répète chaque année, personne n'était prêt, en effet, c'est vrai. Alors, quand on en vient à cette question de la résilience, à ce que Paul a dit par rapport à l'électricité, à l'apport en eau, sommes-nous prêts réellement? Ceci va-t-il être le point de rupture de l'Europe? Est-ce que le fonds de cohésion peut permettre à créer une stabilité et qui nous permettra de continuer à l'avenir? Conrad. C'est une question assez difficile. C'est une question qu'on devrait poser à nos gouvernements. Je ne sais pas, personnellement. Je pense qu'il y a des plans d'urgence qui permettent d'avoir des protections au niveau de chaque ministère et dans l'armée, je pense également. Bien sûr, c'est top secret. Et c'est le cas, et c'est normal. Mais j'espère que nos gouvernements sont prêts pour ces scénarios. Parce que c'est un scénario qui pourrait arriver. Nous l'avons déjà vu, observé, des cas de terroristes qui s'attaquent à des infrastructures. Par exemple, à Paris, il y a 2 semaines. Nous devrions réfléchir à tout cela au sein de notre territoire. C'est quelque chose dans le cadre actuel pour lequel l'Union européenne ne peut pas faire grand-chose parce qu'elle n'a pas de compétences quant à la sécurité des infrastructures critiques. Vous avez parlé également du système sanitaire. J'adore l'idée d'une union sanitaire, mais c'est également une question qu'on doit adresser aux gouvernements. Les gouvernements vont-ils voter pour l'autorisation de l'Union européenne de leur prendre des compétences dans ce domaine? C'est un miracle déjà aujourd'hui de voir que les gouvernements ont accepté que l'Union européenne discute, négocie avec les entreprises pharmaceutiques pour la distribution des vaccins. Nous sommes sur le bon chemin. Il y a eu des problèmes, la presse nous en a parlé, mais nous sommes sur le bon chemin. Donc je me répète encore, c'est une question qu'on devrait poser au gouvernement et à leur position politique. Alors, nous y reviendrons, mais Michael, j'ai peut-être d'abord une question pour Saïd, qui dit, cette question, qui dit dans le transport, que pouvons-nous faire pour obtenir des tarifications durables? Alors, oui, c'est une question sur laquelle nous avons déjà travaillé ensemble il y a quelques années. Alors, c'est un exemple typique qui avait été déjà mentionné. C'est quelque chose qui fait toujours partie de la compétence des gouvernements et donc il conviendrait d'avoir une discussion au sein de l'Europe. Que devons-nous faire au niveau européen? Et quels sont les défis que nous rencontrons? Les infrastructures critiques, ce que Paul a dit, sont un exemple, et ceci c'est un autre exemple. Et ceci est peut-être plus lié encore aux législations européennes en ce qui concerne le pacte vert. Une des choses que nous pouvons voir dans le paquet pour 2050, c'est la question des transports. Comment vont-ils être inclus? Feront-ils partie du système d'échange des émissions? Seront-ils liés à des coûts supplémentaires lorsque l'on prend la route? On n'en sait rien. En tout cas, pour le moment, on n'a pas été capable de faire des progrès sur ce domaine parce qu'on a rencontré beaucoup de résistance au sein des États membres. Mais il y a vraiment cette réalisation que nous devons aller de l'avant et réellement faire quelque chose à ce sujet pour s'assurer que les coûts externes, les coûts environnementaux, les émissions de carbone soient
internalisés et donc vraiment payés par ceux qui produisent. De cette manière, on peut investir dans les technologies et trouver des alternatives, parce que le transport est toujours nécessaire et important. Merci. Alors, nous allons prendre encore une question avant de passer à la pause. Alors, Mickaël, Jean-Pierre Audy vous pose une question. Je ne vais pas tout lire, mais il parle de l'Union européenne, qui a perdu sa cote et qui se retrouve sous plus de dettes. Et d'ici 2040, avec le déclin de la démographie, également, il se demande ce qui va se passer. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours important? Sommes-nous toujours assez robustes en tant qu'Union européenne, avec l'euro, avec notre monnaie unique, pour gérer les décisions de Standard & Poor's en ce qui concerne notre dette? Alors, c'est une question très difficile. J'ai vu hier un tweet assez intéressant. Il était lié aux résultats du baromètre européen en ce qui concerne le soutien de l'euro. Et vous seriez peut-être surpris d'apprendre que le niveau était très élevé. Encore bien plus élevé que ces 10 ou 15 dernières années d'ailleurs. Même en Grèce, étonnamment. Je pense qu'on avait des chiffres de 40% de soutien. Donc c'est une partie de la réponse. Ensuite, la dette, c'est quelque chose qui évolue. Elle dépend de notre croissance. À quelle vitesse? À quel point nous pouvons croître? Ceci doit être évalué de cette manière pour comprendre toutes les variables. Ainsi, nous devons trouver une façon d'atteindre la durabilité concurrentielle qui nous permette de payer nos dettes à long terme et à moyen terme. Et je suis persuadé que nous pouvons le faire. Super, c'est un très beau résumé. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant prendre une pause de 10 minutes et nous reviendrons